En Égypte, la colonisation romaine succède à la colonisation hellénique. Rome exploite à souhait ce qu'elle considère comme étant son grenier à blé. Toutefois, le fait le plus fascinant pendant l'occupation romaine est le rôle du christianisme. Écoutons à cet effet le texte de Sergio Donadoni. Rome, de l'alliance à la domination sur l'Égypte. Le passage de l'Égypte de la domination ptolémaïque à celle de Rome s'effectua pratiquement sans secousse. Depuis longtemps, les rapports entre Alexandrie et Rome avaient été marqués par une cordialité qui remontait à l'époque de Ptolémée Philadelphe. Celui-ci, le premier, avait signé un traité d'amitié et envoyé une ambassade à Rome en 273 avant notre ère. Un demi-siècle plus tard, Ptolémée Philopator avait maintenu sa bienveillance envers Rome pendant la guerre avec Hannibal 218-201 avant notre ère. Rome à son tour avait sauvé l'indépendance égyptienne lors de l'invasion d'Antioche III en 168 avant notre ère. Toutefois, après cette prise de position, la République avait pratiquement acquis la possibilité et l'habitude d'un contrôle dans les affaires égyptiennes qui ne se montra que trop ouvertement dans les dernières années du royaume des Ptolémées. Les intrigues entre Cléopâtre VII et les généraux romains avaient eu probablement pour but de leur faire épouser les intérêts de son royaume, mais son soutien inconditionnel à Marc-Antoine lui valut enfin la perte définitive du trône au moment où son ami fut vaincu par Octavien, en 31 avant notre ère. L'attitude du nouveau maître envers l'Égypte montre bien l'importance qu'il attachait à cette nouvelle province de l'Empire romain. 3 légions, à peu près 15 000 hommes, y furent détachés. On leur confia avant tout la reprise de contrôle sur le pays, victime de l'anarchie qui y avait sévi pendant les derniers règnes des Ptolémées et qui avait amené jusqu'à la destruction de Thèbes en 88 avant notre ère. C'est le premier préfet romain, Cornelius Gallus, qui conduisit les troupes en Haute-Égypte et leur fit même passer la première cataracte. Après lui, le préfet Petronius reconquit cette province de la Basse-Nubie qui s'appelait la Dodécasse chaîne puisqu'elle mesurait 12 chaînes, soit à peu près 120 km, de Sienne à Hieraci Camino, Maharaca. Elle avait été jadis territoire ressortissant des Ptolémées, mais depuis longtemps déjà les souverains de Méroé, au Soudan actuel, l'avaient annexée à leur royaume. L'excès de fierté que l'homme de confiance de l'empereur romain, le préfet Gallus, tira de ses entreprises finit par lui coûter la vie, en l'an 28 avant notre ère, ce qui mit bien en évidence le caractère très spécial qu'Octavien, devenu Auguste, attribuait à sa conquête. La province d'Égypte, en effet, fut très jalousement réservée à l'administration directe de l'empereur, et le Sénat n'avait nullement le droit de s'en occuper à quelque titre que ce fût. On en arriva même à interdire formellement aux sénateurs d'y mettre pied et la règle fut suivie avec beaucoup de sévérité. En Égypte, l'empereur romain devenait donc le successeur des Ptolémées et tâchait d'assumer leurs fonctions dans la structure du pays. Il assume la responsabilité des cultes, et déjà Auguste connu comme bâtisseur de nombreux temples, dont les mieux conservés sont ceux de Nubie, à Débo, à Talmi, à Dandour, à Pselki. Il assume aussi la responsabilité du bien-être commun, et l'armée est employée non seulement à garantir l'ordre public, mais aussi à réparer le réseau des canaux qui avait beaucoup souffert pendant la période de désordre des derniers Ptolémées. Cet exemple fera règle. Et un semblable emploi des troupes se rencontre du temps de Néron, de l'an 54-68 de notre ère, de Trajan, de l'an 98 à 117, de Probus, de l'an 276 à 282. L'administration romaine. Un statut d'exception, le domaine personnel de l'empereur. L'Égypte romaine se distingue par un lien direct et quasi privé avec le prince. Contrairement au reste de l'Empire, l'Égypte continue de compter les années selon le règne de l'empereur, comme sous les pharaons. L'empereur y est perçu comme le successeur des Ptolémées. Pour éviter toute sédition dans cette région stratégique,
Auguste exclut les sénateurs de l'administration égyptienne. Le pays est dirigé par un préfet de rang équestre, nommé directement par l'empereur. Si les Ptolémées réinvestissaient les richesses dans le pays, Rome transforme l'Égypte en réservoir de blé. L'exploitation est intensive, le but est de nourrir la plèbe romaine pour garantir la paix sociale dans la capitale. L'efficacité romaine repose sur l'utilisation des structures géographiques préexistantes. Dans le découpage territorial, on conserve l'unité de base, le nome, dirigé par un stratège et un scribe royal, titre grec. Ces nomes sont regroupés en grandes régions, Thébaïde, Heptanomie, Delta. Alexandrie devient le centre névralgique, remplaçant Memphis. C'est là que siège l'état-major composé uniquement de citoyens romains. Le préfet détient tous les pouvoirs, militaires, financiers, judiciaires. Chaque année, il effectue une tournée, le conventu, pour juger les cas complexes, appliquant le droit romain pour les citoyens et le droit local pour les indigènes. Notre connaissance précise de cette gestion vient des papyrus. Le climat sec de l'Égypte a permis de conserver ces documents administratifs qui nous offrent une précision historique unique sur la vie quotidienne. La rupture sociale, de l'État payeur à la magistrature gratuite. C'est ici que Rome innove et transforme profondément la société égyptienne. Sous les Ptolémées, les agents étaient rémunérés par l'État. Rome introduit le système du munus, la charge obligatoire. L'État distribue des terres royales à des particuliers, créant une classe de propriétaires moyens. En échange de cette propriété, ces notables doivent assurer gratuitement l'administration et la collecte des taxes. Ils sont solidairement responsables des revenus de l'État. En créant cette classe de magistrats non payés, l'Empire délègue la gestion du pays à une élite locale dont la survie dépend désormais de la stabilité du système romain. Rome reprend la distinction entre Grecs et Égyptiens, mais lui donne pour la première fois un fondement juridique strict. Le critère du gymnase, pour faire partie de l'élite, il ne suffit plus d'être de culture grecque. Il faut prouver sa généalogie. L'appartenance à la classe des apotou gymnasiou, ceux qui sortent du gymnase, est soumise à l'épicrésie, un examen rigoureux des titres prouvant que les deux aïeuls mâles ont fréquenté l'école grecque. Le contrôle d'État, autrefois libre, le gymnase devient une institution d'État limitée aux capitales de province, les métropoles. Cela crée une bourgeoisie urbaine fidèle à l'empire car protégée par lui. Le système romain repose sur une discrimination financière qui fige les individus dans leurs conditions. La laographie, c'est la taxe de capitation, l'impôt sur le fait d'exister. Les Égyptiens des campagnes la paient au prix fort, tandis que les Grecs en sont exemptés et les habitants des métropoles bénéficient de tarifs réduits. Pour garantir les revenus agricoles, les paysans égyptiens sont juridiquement empêchés de quitter leurs terres. Cette mesure transforme la population rurale en une main-d'œuvre captive au service du grenier de Rome. Dans ce nouveau contexte, le droit propre des Égyptiens s'efface devant une organisation sociale conçue pour favoriser une classe moyenne hellénisée et co-intéressée au sort de l'Empire. Toutes les zones urbaines ne sont pas logées à la même enseigne. Des villes comme Ptolémaïe ou Nocratie conservent un statut de cités indépendantes, héritage de l'époque grecque. Alexandrie est la métropole rebelle. C'est le plus grand port de la Méditerranée, mais Rome s'en méfie. La ville perd son sénat. Elle est placée sous surveillance militaire étroite, la flotte, Classi Augusta, dans son port et l'armée campée juste à côté, à Nicopolis. Les Alexandrins sont célèbres pour leur esprit contestataire et leurs relations exécrables avec les préfets romains, marquant une résistance culturelle permanente face à l'occupant. L'Égypte sous la domination romaine. Pendant plus d'un siècle,
Rome consolide sa présence par des investissements stratégiques. Le nombre de légions est réduit, signe d'une province pacifiée. Trajan fait creuser un canal entre le Nil et la mer Rouge pour dynamiser le commerce oriental. Lors de son voyage en 130 de notre ère, Hadrien fonde Antinopolis. C'est un acte politique fort, il crée une nouvelle polis, cité libre, qui sert de relais à l'influence romaine à l'intérieur des terres, tout en assimilant son favori Antino au dieu Osiris. L'équilibre social est rompu par des conflits intercommunautaires sanglants à Alexandrie. Des émeutes éclatent dès le règne de Caligula, opposant les deux communautés pour des questions de privilèges. Sous Trajan, une révolte massive met Alexandrie en état de siège. La répression par le général Marcius Turbo est totale, elle aboutit à la quasi-disparition de la communauté juive d'Alexandrie, marquant la fin d'une ère de cohabitation. Le système de privilèges instauré par Auguste finit par porter ses mauvais fruits au milieu du IIe siècle. Dans le delta, les paysans égyptiens, accablés par les taxes et la misère, se soulèvent. Menée par le prêtre Isidore, cette jacquerie prend une tournure nationaliste et mystique. Il faut faire appel aux légions de Syrie, Avidius Cassius, pour briser la révolte. Ce soulèvement prouve que la classe moyenne hellénisée, bien que fidèle à Rome, ne suffit plus à contenir le désespoir des populations indigènes. L'édit de Caracalla, qui accorde la citoyenneté romaine à tous les habitants de l'Empire, aurait dû être une révolution. Pourtant, en Égypte, l'impact est minime. Une clause exclut les populations soumises par les armes. Les paysans égyptiens sont assimilés à cette catégorie, les privant des bénéfices de la citoyenneté. Caracalla, vexé par les moqueries des Alexandrins, ordonne un massacre de la jeunesse et l'occupation militaire de la ville. Le divorce entre l'empereur et la capitale égyptienne est consommé. L'épuisement économique et la fuite, anachorésie. Le privilège accordé à la bourgeoisie urbaine finit par étouffer la production. L'Égypte est épuisée par une fiscalité trop lourde. Le rôle de premier fournisseur de blé passe à l'Afrique du Nord, Maghreb. Incapables de payer leurs impôts, les paysans abandonnent massivement leurs terres pour s'enfuir dans le désert. Ce mouvement, au départ social et économique, deviendra plus tard l'une des racines du monachisme égyptien. Dans les cités, les charges municipales, assurées par la boulée, deviennent un cadeau empoisonné. Les notables tentent par tous les moyens de se soustraire à ces responsabilités qui les ruinent. L'Égypte devient un terrain de jeu pour les usurpateurs et les puissances rivales. Profitant du chaos, la reine Zénobie de Palmyre envahit l'Égypte avec 70 000 hommes. Fait marquant, une partie de la population locale soutient l'envahisseur contre Rome. La menace des blémis. Ces nomades de Basse-Nubie terrorisent la Haute-Égypte. L'empereur Probus tentera de stabiliser la situation en utilisant l'armée pour des travaux d'irrigation, cherchant à restaurer la confiance des agriculteurs. Face à la débâcle, Dioclétien impose une réforme radicale qui transforme l'Égypte en une province standard. Division administrative. L'Égypte est éclatée en 3 provinces, Jovia, Herculia et la Thébaïde. Le pouvoir civil est désormais séparé du pouvoir militaire, sauf en Thébaïde où le dux conserve les deux pour faire face aux invasions. On instaure un cycle de taxation sur 15 ans. Pour garantir les revenus, l'État fige la société, le paysan devient un serf de la glèbe, lié à sa terre, et le notable est lié à sa fonction. Signe de réalisme, ou de faiblesse, Rome abandonne la frontière sud-nobade, payée pour servir de zone tampon contre les blémis. L'échec de la classe moyenne profite aux plus puissants. Les petits propriétaires, pour échapper au fisc, se placent sous la protection de grands propriétaires terriens. La pratique de l'autopragie, les grands domaines obtiennent le droit de percevoir eux-mêmes l'impôt, se substituant à l'État.
c'est la fin du système municipal romain et l'émergence d'une structure baronale qui annonce déjà le système féodal. Le christianisme, le vin de transformation de la société égyptienne. L'essor du christianisme s'appuie sur une tradition religieuse déjà tournée vers le salut. Les cultes d'Isis, d'Osiris et de Sérapis avaient déjà diffusé les concepts de passion, de deuil et de résurrection dans tout l'Empire. Cette sensibilité mystique égyptienne a facilité l'accueil du message chrétien. Présente depuis des siècles, la communauté juive avait déjà produit la Septante, traduction de la Bible en grec. Ces bases scripturaires ont servi de socle à la prédication chrétienne dès les premiers siècles. C'est sans doute le point le plus crucial pour comprendre la transformation de la société. Contrairement à l'administration romaine qui imposait le grec, les prédicateurs chrétiens, ainsi que les gnostiques et manichéens, utilisent les parlers locaux, le copte. En prêchant en copte, l'Église s'adresse directement à la plèbe indigène, à ces paysans sans droit que Rome méprisait. Alors que Rome considérait l'Égyptien de souche comme un sujet de seconde zone, déditicius, les chrétiens renversent la hiérarchie. Le terme hellène, autrefois signe de prestige et de citoyenneté, devient chez les chrétiens un synonyme méprisant de païen. L'importance numérique et la loyauté des chrétiens envers leur foi sont testées par la rigueur impériale. Les papyrus nous ont laissé des traces des certificats de sacrifice, ces certificats délivrés à ceux qui acceptaient de brûler de l'encens pour l'empereur. Le refus de ce geste marquait la frontière entre loyauté politique et conviction religieuse. La grande persécution fut si violente qu'elle marque encore aujourd'hui le calendrier de l'Église d'Égypte, c'est l'ère des martyrs. Cette épreuve de force a finalement démontré l'impuissance de l'État romain face à une structure religieuse désormais consolidée. Le tournant constantinien de 313 change la donne. Le christianisme sort de la clandestinité pour s'intégrer aux nécessités de l'Empire. L'histoire de l'Égypte ne se lit plus seulement dans sa relation avec Rome, mais dans la tension croissante entre le patriarcat d'Alexandrie et le nouveau centre politique, Constantinople. L'originalité de l'Égypte à l'intérieur de l'Empire chrétien. À partir du moment où, sous Théodose, l'Empire devient officiellement chrétien, l'histoire de l'Égypte est directement concernée par l'attitude officielle des empereurs, qui, de Constantinople, prétendent de plus en plus définir ce que doit être le dogme enseigné et reçu dans tout l'Empire. Le désir de l'unité juridique s'accompagne vite de la volonté d'uniformité religieuse à laquelle on donne le nom d'orthodoxie. En tant que religion, le christianisme est caractérisé par un certain nombre de points de foi. Dès les premiers siècles de son existence, ils ont fait l'objet de méditations et d'interprétations différentes, opposant parfois d'une façon farouche les coreligionnaires les uns aux autres. Alexandrie, capitale intellectuelle, le didascaléion. Dès les premiers siècles, le christianisme égyptien se distingue par son caractère organique et intellectuel. Contrairement à d'autres régions où la conversion est un acte de rupture, à Alexandrie, elle se veut une continuité de la haute culture hellénistique. Au 1er siècle, le philosophe juif Philon avait déjà tenté d'universaliser l'écriture par le prisme grec. Les chrétiens vont suivre ce modèle. Le didascaléion, cette école de catéchèse, fondée par le stoïcien Pantène, devient le centre névralgique de la pensée chrétienne. Sous l'impulsion de Clément d'Alexandrie et surtout d'Origène, la théologie devient une science philologique et philosophique. Origène, bien que chrétien, fréquente les cours d'Ammonius Saccas, le fondateur du néoplatonisme. C'est ici que s'opère un basculement historique, le christianisme recueille l'héritage gréco-romain, lui permettant de devenir la structure intellectuelle de l'Empire. Cependant,
cette effervescence intellectuelle va se heurter à la volonté d'ordre de l'Empire. Avec Constantin, le christianisme sort de la clandestinité et ses débats deviennent des affaires d'État. Une tension constante s'installe entre la cour de Constantinople et l'évêché d'Alexandrie. Chacun revendique la détention de l'orthodoxie, la droite foi. À Alexandrie, l'évêque s'appuie sur un réseau solide de prêtres et d'évêques provinciaux pour asseoir son autorité face aux décisions lointaines de l'empereur. Le cœur du conflit réside dans la Christologie, comment divinité et humanité coexistent-elles en Jésus? Arius propose une séparation radicale des natures, provoquant la riposte d'Athanase d'Alexandrie, champion de l'orthodoxie. Le débat s'intensifie avec Nestorius de Constantinople contre Cyril d'Alexandrie. Cyril impose l'idée d'une personne et de nature. Mais ses successeurs vont plus loin vers le monophysisme, une seule nature divine. Le concile de Chalcédoine condamne le monophysisme. En Égypte, c'est le choc. On voit apparaître deux patriarches. Le patriarche melkite, royaliste, soutenu par Constantinople. Le patriarche monophysite, soutenu par le sentiment national égyptien anti-byzantin. Pendant qu'Alexandrie s'épuise en débats abstraits, la vallée du Nil développe une réponse plus instinctive et radicale, le refus du monde. L'érémitisme, avec Paul de Thèbes et Antoine, le désert devient le refuge de l'âme. C'est la naissance de l'anachorèse, la vie solitaire. Le cénobitisme, c'est ici que le génie égyptien se manifeste avec Pacôme. Il organise des communautés, les Quanobia, où l'on vit, travaille et prie ensemble selon une règle stricte. Au couvent blanc, Chenouté porte ce système à sa perfection disciplinaire. Ce modèle de vie communautaire sera le socle du monachisme médiéval européen. Le monachisme, une réponse socio-économique à la crise. Si le monachisme est un geste de foi, il ne faut pas occulter sa dimension pragmatique. Dans l'Égypte byzantine, le désert devient un refuge contre une réalité quotidienne devenue insupportable. Il est important de noter que le terme anachorésie possède une double valence. Religieusement, c'est la retraite de l'ermite, administrativement, c'est la fuite du contribuable qui ne peut plus payer ses taxes. Aller au désert, c'est autant chercher Dieu que fuir un fisc rapace. Loin de l'image d'Épinal de la cellule isolée, les monastères deviennent de véritables puissances économiques. Ce sont de grandes administrations propriétaires de terres, de bétail et d'ateliers. Le moine est pauvre, mais le couvent est riche. Face à l'incapacité de l'Empire à protéger ses sujets, les autorités ecclésiastiques se substituent aux autorités civiles. Le monastère offre une protection contre l'arbitraire impérial, à tel point que les empereurs tentent d'interdire aux administrateurs civils de devenir moines pour éviter la fuite des compétences et des revenus. Cette rupture avec Constantinople n'est pas seulement politique, elle est culturelle. On assiste à une déhellénisation progressive de l'Égypte profonde. On délaisse les canons classiques de l'hellénisme pour un art local, plus instinctif, que nous appelons aujourd'hui l'art copte. La langue parlée du pays devient le véhicule d'une riche floraison de textes pieux et apocryphes. Ces récits, racontant par exemple les épisodes de la vie du Christ en Égypte, renforcent la certitude des Égyptiens d'être dans le vrai, face à un occupant byzantin perçu comme étranger et indésirable. Au 7e siècle, tous les ingrédients d'une fin de règne sont réunis, lassitude sociale, épuisement économique et persécution religieuse. La fragilité de Byzance est révélée une première fois par l'invasion sassanide de Chosroès II. Durant ces quelques années, l'Église monophysite, la seule jugée légitime par le peuple, réapparaît au grand jour. Lors de la reconquête byzantine en 629, l'Empire tente d'imposer par la force une nouvelle orthodoxie.
Le patriarche Melkite, le représentant de l'empereur, règne par la terreur sur une colonie devenue ingouvernable. Lorsque les musulmans apparaissent en 639, ils ne sont pas perçus comme des destructeurs, mais presque comme des libérateurs face à l'ineptie byzantine. En promettant une fiscalité plus juste et une paix religieuse, ils obtiennent la reddition de l'Égypte en 642. Conclusion. Pour conclure notre étude de l'Égypte romaine, nous constatons un paradoxe fascinant. Rome a maintenu l'Égypte dans un statut d'exception, excluant les indigènes de la citoyenneté pleine et entière. C'est par la religion que l'Égypte a retrouvé une forme d'unité nationale. En adoptant le christianisme et en forgeant la langue copte, la population indigène a construit une contre-culture puissante. L'administration romaine a peut-être réussi à extraire le blé du Nil pendant 3 siècles, mais elle a fini par perdre l'âme du pays. Au VIe siècle, l'Égypte n'est plus une simple province exploitée, elle est devenue le centre d'une nouvelle chrétienté dont l'influence intellectuelle et monastique allait bientôt transformer l'ensemble du monde méditerranéen.